Le 1er janvier 1999, il y a 20 ans, l'euro devenait la monnaie unique et officielle de 11 pays de l'Union, dont la France, sur les marchés financiers et monétaires. Et à l'issue d'une période transitoire de 3 ans, il devenait en janvier 2002 la monnaie de pas moins de 300 millions d'Européens. Alors, le secteur bancaire, bien sûr, a joué un rôle central pour préparer et réussir cette révolution monétaire. C'est le cas du groupe Banque Populaire qui s'est attelé à cette mission de titan, avec d'autant plus d'énergie et de moyens que sa structure fédérale et sa forte pénétration chez les artisans et les commerçants lui rendaient la tâche plus compliquée. Tous les collaborateurs qui ont vécu le passage à l'euro gardent le sentiment d'avoir participé à une expérience professionnelle et humaine unique. Une expérience dont les générations entrées depuis au sein du groupe n'imaginent sans doute pas, ou alors très mal, le caractère tout à fait exceptionnel. Alors à l'occasion de ce nouveau rendez-vous Génération Plus X, 4 acteurs de cette aventure ont accepté de la revivre pour nous et de nous la raconter. Thomas Alarcon, René Chalier, Christophe Chauvin, Marc Léger. Donc Thomas Alarcon de la Banque Populaire RIT de Paris. Je suis rentré dans le groupe à la Banque Populaire du nord de Paris en 1984 à l'informatique. À l'époque, j'étais analyste programmeur. J'ai donc occupé jusqu'au titre de directeur des études informatiques avant qu'on ne migre, c'était en 1996, vers un système de regroupement, ce qu'on appelle un centre de traitement régional des informatiques des banques populaires. En l'occurrence, c'était Serius. Et à ce moment-là, on m'a donc confié la direction de l'organisation et de l'informatique interne, et on m'a confié la direction du projet Euro en 1997. Bonjour, alors René Chalier, je suis ancien collaborateur de la Chambre syndicale des banques populaires. J'ai été recruté en 1984 et je suis resté, c'était à l'avenue de Wagram, à Paris dans le 17e. Comme j'avais un passé agricole, peut-être qu'on a pensé que j'avais une expérience probante, j'ai été chargé de mettre en place les prêts bonifiés à l'agriculture, puisque ça a été le moment où on a créé les prêts bonifiés à l'agriculture et les prêts conventionnés. De là, on m'a confié la responsabilité de la gestion des prêts à la Chambre syndicale des banques populaires, et puis la gestion de la production informatique et des systèmes d'information informatique. Et en 1994, donc, on m'a nommé responsable euro, puis directeur euro du projet euro, jusqu'en 2002. Bonjour, alors moi, Christophe Chauvin, donc j'appartiens à la Banque Populaire Val-de-France. Je suis rentré en 1984, à l'époque c'était la Banque Populaire Touraine-au-Poitou, et donc je suis rentré comme guichetier, je suis resté 5 ans. Ensuite, alors les évolutions étaient un peu plus rapides que maintenant. Moi je suis passé directement chef de bureau d'un petit village qui s'appelait Richelieu à l'époque, puis après j'ai fait une carrière essentiellement de directeur d'agence, et notamment au passage à l'euro, j'étais directeur d'agence à l'agence des Fontaines, sur Tours. Et ensuite, là dernièrement, j'ai été nommé animateur commercial et actuellement, je suis animateur conquête, c'est-à-dire que je vais chercher des clients et j'aide les collègues à aller chercher des nouveaux clients. Bonjour, Marc Léger, donc je suis le plus vieux de la bande. Je suis rentré à la Bred en 1970 à 22 ans et comme commercial de tout marché, je dirais, tout petit marché, c'est-à-dire particulier entre commerçants, artisans et petites entreprises. Et puis, au moment donc de l'euro, on me demande de m'en occuper. Jean-Claude Foriel s'en était bien occupé en 95 et 96, mais je veux dire, c'était pas son truc. Et donc, je me suis, à ce moment-là, investi dans l'euro à fond. Merci messieurs, nous sommes maintenant impatients de vous écouter, de vous entendre, mais avant de vous donner la parole, nous vous proposons de regarder un montage de courts extraits de l'INA, il y en a 3. Le premier date de 1999 et les 2 suivants de 2001. 10 h ce matin, siège de la Banque Populaire en Joux-Vendée. Apparemment pas un chat en ce 1er janvier. Eh bien, détrompez-vous, bascule vers l'euro oblige. Quelques irréductibles surveillent de près leur informatique. L'objectif, le zéro blocage dans les transactions des clients lundi à l'ouverture. Il faut voir si la parité elle est bonne dessus. Le premier problème d'aujourd'hui était de régler notre année 98. Alors autant les années précédentes se posaient le même problème de fin d'année, mais on avait plusieurs jours pour se rattraper si on avait eu un problème. Alors donc on laissait passer.
Par contre, il faut qu'à 11 h, on soit prêt de manière à ce que tous nos programmes informatiques puissent commencer à rentrer et à tourner avec l'euro. Oui, bonjour, c'est Auchard, VPAV Angers. Bon, pour les comptes de 98, on est OK, nos balances sont bonnes, vous pouvez continuer. Merci, au revoir. Le VC2, je sais pas. 11h pile, c'est fait. Le directeur financier annonce aux centrales informatiques de Nantes que tout est prêt pour la bascule en euros. Cela mérite un petit déjeuner. Visiblement, travailler un 1er janvier, ce n'est pas si dur que ça en a l'air. Un petit peu une obligation, enfin bon, on le prend bien quand même. C'est pas trop dur? Non, ça va. Ça aurait pu être plus dur. Travailler le 1er janvier, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que j'ai encore l'œil assez vif pour vous montrer que malgré le réveillon, je suis encore totalement disponible pour assurer pour la clientèle le meilleur service dès lundi prochain au niveau de ce problème de l'euro. Lundi donc, tout devrait fonctionner en francs et en euros. L'année prochaine, rebelote, il faudra s'occuper cette fois des problèmes informatiques liés au passage à l'an 2000. Y aura-t-il assez de kits en euros pour tous les commerçants de Mulhouse? Depuis le 1er décembre, les fonds de caisse en euros sont disponibles au guichet des banques. Mais la rumeur d'une pénurie se répand comme une traînée de poudre. Au point de départ, la grève de 3 semaines à la Banque de France qui aurait perturbé l'approvisionnement des établissements bancaires. La chasse aux kits a donc commencé. Mon banquier m'a déjà appelé spontanément pour me dire qu'il n'en aurait pas assez. Donc j'espère que j'en aurai. Comment ça pas assez? Puisqu'il m'a dit qu'il a fait une réunion pour répartir le nombre de kits qu'il aura. Et si la monnaie venait à manquer, les commerçants pourraient-ils en retirer auprès de leurs banquiers? En principe, j'ose espérer que ça se passera comme ça. Vous avez peur de quoi? J'ai surtout peur qu'il y ait un manque au niveau des banques à ce niveau-là. Il y a une question d'organisation. Je viens chercher les kits que j'ai commandés, je crois qu'il y en a 2. Les banquiers, eux, se veulent rassurants. En début d'année, ils ont identifié après enquête les besoins exacts de leurs clients. Même s'ils reconnaissent n'avoir pas reçu le nombre de kits demandés, ils disposent de suffisamment de liquidités. Ils sont donc confiants sur leur capacité à répondre à la demande des commerçants. Certains qui s'approvisionnent dès à présent de peur de ne plus avoir de kit d'ici la fin de la période, puis d'autres qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de s'affoler et qui attendent gentiment la fin de la période pour venir les chercher. Donc l'un dans l'autre, je dirais, ça permettra effectivement un approvisionnement au fil de l'eau. Et pour la distribution des kits aux particuliers, rendez-vous à partir du 14 décembre. Que 72 fonds de caisse pour tous ses clients commerçants, elle a donc dû privilégier les vraies entreprises. Ce que l'on peut dire, c'est que si l'association est référencée comme commerçant, dès lors qu'elle fait une demande d'un fonds de caisse, elle disposera, à partir du 1er décembre, des fonds de caisse nécessaires pour faire son rendu de monnaie dès le 1er janvier 2002. Et si l'association ne s'est pas déclarée à sa banque comme étant commerçante, comment ça peut se passer? Elle peut être considérée comme un particulier, puisqu'elle agit là en termes de particulier. Et bien entendu, les fonds de caisse commerçants ont été réservés et conçus pour les commerçants et non pour les particuliers. D'une part parce que le besoin est différent et d'autre part puisque la composition des fonds de caisse est totalement différente de la composition d'un sachet de 1er euro. Nous voici plongés dans l'ambiance de l'euro, du passage à l'euro au sein du groupe Banque Populaire. Partons maintenant à la découverte de son histoire avec vous. René Chalier, nous venons de vous voir à l'écran. Vous avez été nommé directeur du projet euro au sein de la Chambre syndicale dès 1994. Alors racontez-nous comment les choses ont-elles été mises en place? Alors si vous me permettez, je vais simplement faire un rappel, c'est que l'origine de l'euro, c'est le traité de Maastricht en 1992. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette date, mais elle est importante, puisqu'elle s'est traduite en 3 étapes, c'est-à-dire la libéralisation des capitaux. Ensuite, ça a été la convergence des économies pour que chaque économie de pays converge vers un même but. Et enfin, ça a été la décision de vouloir créer l'euro. Par la suite de cela, tout ceci s'est transformé au niveau national, puisque ce que je viens de vous dire, c'était au niveau européen. Et effectivement, à ce moment-là, à la Chambre syndicale des banques populaires, on a décidé qu'il fallait qu'il y ait une personne qui s'informe sur ce qu'allait être le passage à l'euro dans les établissements bancaires et au niveau national plus largement. Donc 1994, nomination en tant que responsable puis directeur du projet euro. Tout ça pour suivre les travaux qui étaient menés au niveau européen.
dans un groupe de travail issu d'un établissement qui s'appelait le Groupement européen des banques coopératives, dans lequel la Chambre syndicale, établissement financier coopératif, figurait bien sûr toute sa place. Donc ça a été les premiers travaux, les premières informations que nous avons eues pour la Chambre syndicale et pour les banques populaires sur le passage à l'euro. À la suite de cela, bien sûr, on a fait des synthèses et puis on a informé, au départ, on a informé les banques régionales de ce que serait le passage à l'euro, sans savoir ce que serait la parité, comme nous venons de l'évoquer, sans savoir quel serait le véritable calendrier du passage à l'euro, sans savoir également qui seraient les acteurs concernés véritablement. Parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Tout ceci m'amène à dire que la première anecdote que je puis citer, c'est le fait qu'on me nomme responsable du projet euro et en même temps on me dit, mais de toute façon l'euro ne se fera pas, donc je ne vois pas pourquoi on t'a nommé responsable. Et ça, bon, c'est vrai que ça a porté à sourire. Et souvent, on évoquait ce problème-là, et finalement, à la limite, c'était un peu déstabilisant, puisque, bon, voilà, c'est vrai que c'était un projet assez gigantesque, il faut le dire, un peu unique au monde. L'euro, une fois créé, c'est la deuxième monnaie mondiale, après le dollar. En 1994, je suis nommé responsable. Je suis les travaux qui sont menés au niveau européen à travers le groupe européen des banques coopératives. Et en 1995, il y a une décision qui est importante, enfin deux décisions importantes, qui est la création de la monnaie unique européenne, qui est l'euro, et la définition du logo, et puis le nom de cette monnaie. Donc, décision de créer une monnaie unique, décision de lui donner un nom, l'euro, et décision de lui donner un symbole. C'est pour ça que le symbole maintenant est utilisé, comme on peut voir sur les différents documents que nous avons eus. Donc partant de là, les choses étaient beaucoup plus sérieuses, les gens ont commencé à y croire, et le projet a pris de l'ampleur, et puis a vu son côté pratique, pour mettre en place un certain nombre de choses. Dans les banques, il faut quand même bien comprendre que, enfin, dans la majorité des banques, en tous les cas dans la mienne, l'euro n'a pas préoccupé grand monde avant 1997. Et donc à ce moment-là, on était déjà convaincu que l'euro allait se faire, quoi. Donc là, on ne m'a pas dit tu es sur une voie de garage, parce que franchement, il n'y avait pas de souci. Surtout que nous, avant, on avait d'autres préoccupations de migration lourde de systèmes d'information à l'époque, etc. Et vraiment, on a commencé à travailler sur l'euro qu'au moment de 1997, où on a bien compris qu'il allait falloir expliquer surtout. Et que peu de monde s'en préoccupait quand même à ce moment-là, y compris chez nos clients. On était quand même censé, et on est la banque des artisans, des commerçants, etc. Et que ces gens-là, en 97, ils étaient très, 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 très loin de l'euro, quoi. Et qu'on aurait d'abord un travail pédagogique à faire. Moi, j'étais effectivement directeur des études informatiques. J'avais ensuite la responsabilité de la direction de l'organisation et de l'informatique. Et effectivement, on m'a confié le projet euro dans sa totalité en me disant, voilà, c'est vraiment ton projet, tu t'en débrouilles, il faut faire le plus simple possible et le moins cher possible. Voilà, les instructions qui m'avaient été données. C'est ce qu'on a essayé de faire, rester pragmatique au service des clients, en respectant évidemment la sécurité. On parlait quand même d'espèces, hein, donc voilà, c'est une période un peu confuse et difficile, et en cherchant les solutions les plus pragmatiques et les plus simples. Il faut savoir qu'à la Banque Populaire Nord de Paris, on avait une particularité, dans le groupe, on n'était pas nombreux, on avait un centre fort. On a toujours un centre fort d'ailleurs, qui s'occupe de compter, de reconnaître les fonds. Et donc dès le départ, la Banque de France nous a beaucoup sollicité, et moi je me suis entouré d'une équipe effectivement qui tournait autour de cette activité espèce qui était très très forte chez nous à l'époque. Dès fin 94, début 95, du reste sous l'aimable pression de René, on commence à mettre en place une petite équipe au sein de l'inspection générale. Et au bout de 2 ans, donc à fin 96, voyant que
je dirais, ça dépassait, le scepticisme baissait, comme l'a dit René tout à l'heure, et c'était indispensable parce qu'il y avait franchement jusque même en 96 encore, une certaine hostilité d'une partie du personnel et de la direction à cette nouvelle monnaie. Donc, en fin 96, néanmoins, le directeur général, Monsieur de Fournas, prend la décision. On crée une équipe. On continue à la rattacher à l'inspection générale parce que personne n'en voulait, en fait, ni à l'organisation. Et puis, ça ne devait pas être un projet informatique et uniquement un projet informatique, mais ça devait impliquer toute la banque. J'en voudrais pour exemple le PERT que René nous avait incité à faire dans chaque établissement. Le PERT a eu un grand succès. Et pourquoi il a eu un grand succès ? Parce qu'au fur et à mesure que nous avancions dans les travaux du PERT, on a décidé de l'afficher. On l'a affiché dans un grand couloir et le PERT a fini par faire plus de 15 mètres de long, sans compter les petits PERT annexes, qui fait donc qu'il y avait curiosité des collaborateurs à venir voir où en était le PERT et comme c'était sur des vitres, donc on connaissait la taille, il suffisait de compter les vitres pour se dire que le PERT avançait bien. Moi, le souvenir que j'ai de l'euro, c'est plus au niveau de l'agence, bien évidemment. Et pour moi, l'euro a réellement commencé sur les 6 derniers mois de 98, et notamment le dernier trimestre, où là, on a commencé à faire tout ce qui était formation des collaborateurs, toute la logistique à mettre en place. Je me souviens qu'on avait été livré de grandes armoires fortes, parce qu'on allait être livré de l'euro, etc. Sur la livraison, puisqu'on a été livré quelques jours avant le basculement, ça avait été énorme. Nous, on avait des convoyeurs de fonds qui étaient venus accompagnés de motards. Il y avait des palettes de kits qui arrivaient. Il y avait les kits à destination des particuliers et puis il y avait les kits à destination des commerçants. Mais c'était des montagnes énormes. On avait recruté des stagiaires pendant 6 mois, puisqu'on devait avoir des stagiaires qui devaient faire de janvier jusqu'à juin. Il y en a qui avaient même été prorogés. Et tout à l'heure, je vous donnerai 2-3 anecdotes sur la mise en place et comment ça a été vécu. Et alors, le ressenti, c'est-à-dire que nous, au niveau de l'agence, on se disait comment ça va se passer. Les clients nous posaient quand même pas mal de questions, surtout sur la fin du franc, quoi, juste avant le passage. Et là, on sentait quand même une montée en puissance de l'anxiété, des demandes des clients. Ça devenait vraiment palpable à ce moment-là. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en France, les choses ont évolué lentement. Je ne dirais pas à quelle date a été créé le groupe de travail au niveau du ministère de l'économie et des finances, mais il y a un comité euro qui a été mis en place par le ministère de l'économie et des finances, piloté par le ministre. Donc c'est quand même important. Ensuite, il y a un groupe travail entreprise qui a été créé. Donc c'était la Fédération bancaire française associée au MEDEF qui a créé un groupe dont les entreprises étaient les plus grosses entreprises, celles du CAC 40. Pourquoi ? Parce que ces entreprises-là étaient concernées en priorité par la bascule du 1er janvier 1999. Ensuite, il y a eu un groupe de concertation de place. Là, c'était la Fédération bancaire française qui intervenait la plupart du temps, sachant que dans ce groupe de travail, il y avait des représentants de la Banque de France, il y avait des représentants des entreprises. Bon, on pouvait considérer que parfois ça faisait un peu double emploi, triple emploi, mais en tout cas, il y avait ces représentants-là. Par la suite, il y a eu un groupe de travail au niveau de la Banque de France qui s'est mis en place, qui s'appelait le groupe de concertation de place. Il était présidé par le sous-gouverneur, à l'époque c'était Hanoun. Ce groupe de travail-là, bien sûr, il était primordial pour assurer les travaux, notamment lors de la deuxième bascule, avec les pièces et les billets. Et enfin, il a été mis en place au niveau national par la Fédération bancaire française en particulier, des sous-groupes de travail. Et comme on a parlé des pièces et des billets, il y a un sous-groupe de travail, voire 2 sous-groupes de travail qui étaient très importants. C'était le sous-groupe logistique, qui concernait surtout la bascule de 2002, et le groupe de travail sécurité,
comme l'a dit mon collègue, la sécurité était importante pour véhiculer toutes les pièces et tous les billets lorsqu'il a été décidé effectivement d'alimenter les établissements bancaires, voire les entreprises avec les kits. Alors, au niveau du groupe Banque Populaire, on a mis en place un petit groupe de réflexion qu'on a baptisé comité de pilotage. J'en étais chargé de l'animation et de la coordination. Je dépendais à l'époque de la direction organisation qui était dirigée par M. Bricot, pour ceux qui se souviennent, qui avait en charge l'organisation et l'informatique. Donc, mais ça se traduisait dans les faits surtout par une information, au départ très synthétique du passage à l'euro, après de plus en plus détaillée. Pourquoi de plus en plus détaillée? Parce qu'on a appris effectivement le calendrier du passage à l'euro qui se faisait en 2 étapes, 1er janvier 1999 et 1er janvier 2002. Donc là, les travaux ont pris de l'ampleur, se sont concrétisés, et en particulier pour ce qui concerne les banques populaires, avec la Caisse centrale. Et il y avait la BRED également, mais on a moins travaillé avec la BRED qui aimait plutôt travailler plus indépendamment. C'est-à-dire que la BRED était à cette époque, alors représentante, il n'y avait pas d'autres représentants du Crédit Populaire au CFONB, Centre français d'organisation et de normalisation bancaire. J'avais la chance d'être le représentant de la BRED au CFONB. Et donc, nous avions au niveau national alors, c'est nous, dans ces domaines-là, qui apportions l'information à René pour qu'il puisse la diffuser largement. Mais effectivement, on avait pas mal de chats à fouetter dès cette époque, et sur les titres, et sur la monnaie scripturale, puisque quand même le gouvernement incitait très fortement les entreprises en particulier à utiliser leur chéquier en euros qui devait leur être distribué qu'ils puissent utiliser pas avant le 1er janvier 1999, mais que dès le 1er janvier 1999, ils n'hésitent pas à s'en servir. Et nous avons gardé, puis nous l'avons envoyé en cadeau à Thibault de Silguy, c'est ça? Commissaire européen. Pas son nom. Hein, commissaire européen. Commissaire européen, qui était... Je ne sais pas Chargé. s'il fera peut-être le couper parce qu'il est client BRED. Et donc, nous l'avons, comment dirais-je, mis à contribution pour qu'il fasse sur un magasin des Champs-Élysées le premier achat en euros avec son chéquier euro, puisque nous l'en avions doté, ce qui était exceptionnel pour un particulier. Voilà. Donc, il y a des anecdotes comme ça, mais qui montrent que ça a quand même remué pas mal dans tous les domaines, parce que quand même, les chéquiers en euros, ça a été une sacrée affaire. Hein, il fallait... et finalement, qui s'est bien passé. On a eu très peu les circuits bancaires ont, je dirais, parfaitement fonctionné. Il y a eu quelques petites... mais à l'échelle de ce que c'était, ça n'était rien. Et on a eu quelques particuliers après, plus tard, qui ont libellé sur des chéquiers en euros des montants en francs qui faisaient qu'ils étaient débités d'un peu plus, c'est-à-dire 6 fois plus quand même, que ce qu'ils pensaient avoir dépensé. Voilà. Moi, je suis assez admiratif quand j'entends René qui dit qu'il a commencé en 94. Il devait prêcher dans le désert, parce que c'était quand même pas facile. Moi, je me souviens, je suis arrivé plus tardivement, en 97, et on travaillait beaucoup en collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie, celle de la Seine-Saint-Denis, celle du Val d'Oise, qui étaient très actives pour essayer de sensibiliser les clients. Les clients s'en foutaient, pour dire la vérité, à l'époque. Et moi, je me souviens avoir fait pas mal de réunions publiques devant des salles vides. Et ce qui est marrant, c'est de voir comment elles se sont remplies progressivement au fur et à mesure qu'on avançait. Et je pense même que certains commerçants ont vraiment un moment, notamment avec le fiduciaire quand même, parce que c'est vrai que le fiduciaire, ça les a un peu fait paniquer. On s'est quand même heurté à pas mal de scepticisme qui a duré presque jusqu'au bout pour un certain nombre de réfractaires. Moi, je me souviens d'une anecdote, c'est quand même un client qui est rentré dans une de nos agences et qui a arraché toutes les affiches euros, quoi. Il était furieux, il a tout arraché, il est reparti comme il est venu. Il se demande encore ce qui s'est passé. Donc il y avait vraiment des réfractaires.
Ça a pas mal de brochures, pas mal de choses très ludiques, faites avec l'équipe de la com, de la Chambre syndicale et René, qui ont vraiment été très actifs. Ils nous ont servi tout un matériel qui nous a permis d'introduire progressivement tout ça de manière assez ludique quand même. Hein. Marc rappelait tout à l'heure qu'il y avait même un jeu de loi qui avait été diffusé. Enfin, il y avait pas mal de gadgets et de choses comme ça qui ont permis tout doucement, avant de rentrer dans le dur et dans des choses un peu plus techniques, d'introduire l'euro auprès d'abord de nos collaborateurs. Hein. Il faut quand même rappeler que c'était d'abord eux qu'il fallait convaincre et qu'il fallait expliquer ce que ça voulait dire, y compris et bien sûr avant tout nos conseillers en agence, et puis auprès de notre clientèle, tout très progressivement. Et il y avait toutes sortes de documentation, de la plus complexe à la plus simple, et c'était vraiment très très bien fait, y compris la Banque de France, hein, qui publiait un certain nombre de choses très intéressantes à utiliser, quoi. Pour moi, c'était 6 mois avant la bascule, à peu près, hein, les formations qui ont commencé à se mettre en place. Parce que nous, on était à peu près déjà 2000 salariés, donc le temps que tout le monde passe en formation, il y avait des animateurs qui avaient été formés et qui dispensaient les formations. Et effectivement, la bascule, nous, fiduciaires, c'était 1er janvier 2002, hein, c'est ça. Ouais. Et avant ça ? Et avant ça, pour moi, c'est la réelle montée en puissance, c'est le trimestre précédent, la bascule, où on était là vraiment sensibilisé, et où on sentait que on allait avoir du boulot, quoi, du pain sur la planche. Quoi. C'est très étonnant, hein, parce que l'euro a commencé avant ça, effectivement on parlait des chéquiers en euros, mais la bascule des comptes en euros, des relevés en euros, du système d'information. Et je ne suis pas surpris que ce qui marque, c'est quand même l'aspect tangible de la monnaie scripturale, fiduciaire, pardon, et que c'est vraiment ce qui a marqué les gens. L'euro, il est né avec ça, hein, même si avant, effectivement, on a fait beaucoup de choses. On se rend compte que dans l'esprit des gens, l'euro, c'est quand même les pièces et les billets. Alors, moi, je dois dire que jusqu'au 1er janvier 1999, à part le fait d'informer l'ensemble des banques régionales une fois ou 2 fois par an à travers 2 réunions qui avaient lieu, qu'on baptisait les carrefours, il me semble. Donc on informait, il y avait une séquence euro, où on donnait le maximum d'informations sans trop passer de temps dessus, ce qui était assez difficile, parce que assez longtemps dans le déroulement du projet, la mise en place de l'euro a toujours été considérée, mais je crois que Marc l'a signalé, qu'il y avait un coût et qu'il fallait que ça coûte le moins cher possible. Donc éviter de passer trop de temps, mais il fallait en même temps que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit au départ, il y avait 2 établissements bancaires au sein du groupe qui étaient réellement concernés, c'était la BRED et la Caisse centrale. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec la Caisse centrale justement sur cette mise en place de l'euro au 1er janvier 1999, parce qu'il fallait que les systèmes fonctionnent au 1er janvier 1999 à minuit. Ça, c'était très important. Et on a beaucoup travaillé avec Alain Brard. On a fait beaucoup de réunions entre la Caisse centrale et la Chambre syndicale pour voir comment il fallait adapter les systèmes, quelles équipes il fallait mettre sur l'adaptation de ces systèmes-là, et fallait-il des spécialistes, pas des spécialistes. Enfin, ça a été quelque chose d'assez important. Ce que je voudrais dire également, c'est que pendant cette première phase, qui est la phase, j'allais dire, pré-période transitoire, il y a eu des formations. Il y a eu des formations dans les chambres de commerce, il y a eu des formations, mais il n'y a pas eu de formation, par exemple, ou d'information, c'était plutôt de l'information, auprès des commerçants, des artisans. Ça s'est fait pendant la période transitoire. Nous avons créé effectivement en relation avec d'autres directions de la Chambre syndicale, notamment la direction développement et communication, sous la direction de Yvan de la Porte du Teil, sous la direction également de Francis Bricot, et il y avait un 3e groupe de travail qui était le groupe logistique. Il y avait 3 piliers à la Chambre syndicale qui se sont mis en place 96-97, donc organisation informatique, développement et puis communication, et logistique. Logistique est pilotée par la Banque populaire de Versailles. Il y a une chose aussi que je voudrais rappeler et qui me semble très important dans un tel projet,
c'est le côté, j'allais dire, juridique. Les questions juridiques étaient très très importantes et nos collègues du service juridique ont joué un rôle important, puisqu'il y a une 140aine de notes qui ont été, ou circulaires qui ont été établies justement sur le passage à l'euro. Je dirais que, et tu as souligné, mais peut-être sans trop insister sur le rôle fondamental qu'il y a eu, parce qu'il y avait une population qui était relativement inquiète à cette époque, c'était toutes les personnes qui détenaient des portefeuilles. Hein, et au premier rang desquels, bien sûr, les grosses entreprises qui avaient une trésorerie importante et qui donc avaient des titres, et les institutionnels, bien sûr, et puis quelques gros clients, ou même des petits, du reste, et qui savaient que les titres ne seraient plus cotés, que les coupons seraient versés en francs, et en euros et non plus en francs, et qui s'inquiétaient, souvent à tort, mais peu importe, l'inquiétude ne se commande pas. Et donc, nous étions effectivement, la Caisse centrale et nous-mêmes, au premier rideau par rapport à ces clientèles, puisque nous étions les seuls à avoir toute la gamme des titres et à les gérer éventuellement, et en tout cas avoir les relations avec ceux qui les géraient, quelle que soit la monnaie dans laquelle ces titres étaient libellés. Donc ça a été une des premières populations qui s'inquiétait et finalement qui n'a été rassurée qu'assez tardivement, une fois réellement le passage à l'euro réalisé, et puisque les clients, eux, ne voyaient qu'une opération de conversion finalement, et c'était bien le but recherché de la valeur de leur titre. Et c'est pour ça que dès cette époque-là, on a même eu après l'obligation de le faire, la valeur en contre-valeur franc, et du reste, dans bien des cas, elle subsiste toujours 20 ans après. La Caisse centrale, et à travers la personne d'Alain Brard, ils avaient mis en place un serveur Internet pour les banques. Et je pense que pour la Caisse centrale, c'était un petit peu innovant de mettre en place cet outil-là, puisque les banques pouvaient se connecter directement et recueillir des informations qui étaient précieuses pour le sujet qui était traité. Le forum, j'en parlerai moins parce que je n'ai pas de souvenir particulier, mais je pense qu'il a dû jouer son rôle également. Effectivement, pour les comment dirais-je, essentiellement pour le service titre et peut-être certains services autres, mais je n'ai pas grand souvenir en dehors des titres, ça a été une première parce qu'on n'avait pas Internet. On se méfiait d'Internet. Je veux dire que on ne savait pas comment maîtriser les informations qui pouvaient circuler sur Internet. Donc, et grâce, du reste, à la Chambre syndicale et à l'équipe de René, on a été amené à faire rentrer Internet dans nos banques. Enfin, en tout cas, nous, à la Brad, c'est à ce moment-là que c'est réellement rentré, qu'on a pu faire installer des autorisations d'aller sur Internet à un certain nombre de collaborateurs pour des raisons de travail, et avec grande méfiance et de la direction de l'informatique et de l'inspection et même de la direction générale. Mais ça a été une occasion de progrès finalement à ce moment-là. D'abord, l'accès Internet, il n'était pas pour nos agences ni pour nos collaborateurs. Donc, et moi, quand j'avais une question sur l'euro, j'appelais directement René. On était quand même très loin. C'était voilà, un petit peu de questions-réponses sur le forum pour partager entre banques. C'est un outil un peu plus traditionnel déjà, qu'on utilisait déjà sous d'autres formes, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il a raison. C'était une forme de prescience de ce qu'allait devenir Internet à l'époque, mais que nous, on est quand même passé dans les banques régionales, je pense un peu à côté. Peut-être la Bred moins parce qu'effectivement, salle des marchés, etc. Mais nous, honnêtement, j'ai dû y aller une fois. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis j'ai dit, je vais appeler René. Il va me dire, on était en plus pas si loin, donc quand j'avais besoin, j'allais le voir, quoi. Même si ce n'est pas notre sujet, mais je pense que cette période et cette façon de travailler ensemble a été, pour nous,
employé des banques populaires, ça a été un accélérateur de, comment dirais-je, d'une évolution technologique, enfin, de notre propre regard par rapport à l'évolution technologique. C'est à ce moment-là qu'on a vu les premiers ordinateurs portables. Alors, c'est l'époque aussi qui le veut, mais je pense que les besoins nés de la communication qu'on avait à faire sur l'euro, essentiellement, a fait que les premiers ordinateurs portables ont été achetés pour des collaborateurs à qui ils n'auraient jamais été achetés pour leur permettre de communiquer avec l'extérieur. Des vidéoprojecteurs ont été acquis pour que les formateurs puissent, comment dirais-je, projeter des images devant les clients. Les premiers téléphones portables ont été acquis, et là aussi, comme on était un certain nombre à en avoir besoin pour pouvoir échanger sans attente, eh bien, je vais dire, ils ont été beaucoup plus largement diffusés. Et donc, grâce à l'euro, si j'ose dire, mais il est tombé au bon moment par rapport à ces évolutions technologiques, il nous a permis de les domestiquer plus vite. Là aussi, je pense que peut-être qu'on a été surpris nous-mêmes, mais les adaptations des systèmes se sont très bien passées parce que le basculement du 1er janvier 1999 n'a posé aucun souci. Il s'est déroulé d'une manière remarquable. Enfin, oui. Et néanmoins, alors c'est une anecdote, vous la couperez ou vous ne la couperez pas. Mais le 1er janvier 1999, le 1er janvier 1999, nous avons eu un problème. Je ne sais plus, donc sûrement sur les titres. Donc on décide qu'à deux, on va aller voir ce qui se passe à la Caisse centrale. Peut-être a-t-elle explosé. Et donc nous arrivons de Créteil jusqu'à Charenton. Ils étaient déjà à Charenton. Et on débarque. Et nous voyons tout le monde dans le hall en train de sabler le champagne. La première réaction n'a pas été très agréable. Je crois qu'on leur aurait bien balancé une coupe de champagne à la figure. Et puis ils nous ont invités à la partager. Alors, et puis, donc, mais on n'était vraiment pas contents, mais ils avaient raison, quoi. À 99, tout s'était bien pour cent, et au-delà, tout s'était bien passé. Ils avaient raison de fêter ça. Mais nous, avec notre petit problème qui nous bloquait, on était bien embêtés. Je voudrais rajouter simplement que, en fait, il me semble, mais sauf si Marc me corrige, il y avait 2 établissements, comme j'ai dit, qui étaient concernés principalement, mais aussi pour les tests. Les banques régionales n'ont pas fait de tests au niveau du groupe. Il y avait simplement la Caisse centrale et puis la BRED. Pour cause, puisqu'on était représenté par la Caisse centrale, qui était notre chef de file au niveau des instances de la place. Donc nous, René nous traduisait la façon dont ça s'était passé. Nous, on a fait des tests et des répétitions, mais sur nos systèmes d'information, qui étaient des tests propres à chaque banque, qui partageaient des systèmes d'information, puisque la plupart des systèmes d'information, à ma connaissance, en tous les cas celui de Sirius, qui est l'ancêtre d'IBP, étaient monodevise. Et il a fallu les basculer en Big Bang à l'euro, à une date prédéterminée, et on a beaucoup répété cette partie-là parce que c'était notre petit Big Bang à nous, quoi, si j'ose dire. Oui, ce point est important. La structure du groupe fait que les informatiques des banques régionales étaient regroupées en centres informatiques, traitement informatique. Il y en avait 4 ou 5, voilà, qui regroupaient un certain nombre de banques, et ça a facilité grandement la tâche de modification, de test et puis de basculement. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait 28 banques et un certain nombre d'informatiques dans les centres de traitement régionaux, mais que chaque banque pouvait effectivement choisir le rythme auquel il allait. Il ne faut pas confondre la bascule du système d'information avec le passage à l'euro des clients, parce que nous, on était plutôt sur une démarche progressive de passage à l'euro pour les clients. Notre stratégie, c'était il fallait convaincre plutôt que contraindre. Pour autant, la bascule elle-même du système d'informatique, qui était monodevise, encore une fois, c'est-à-dire que tout ce qu'on montrait aux clients qui avaient basculé en euros, quand on dit qu'on a basculé les comptes en euros ou les chéquiers en euros, dans le système d'information, on était toujours en francs. Et donc, il y avait cette bascule qui se faisait à l'affichage, en fait. C'était un euro d'affichage, en quelque sorte. Et il a fallu, au dernier moment, évidemment, le plus tard possible, c'était notre choix,
basculer le système, et toutes les banques qui étaient rattachées au CTR à l'époque de Sirius ont choisi la même stratégie, parce qu'on ne pouvait pas avoir des stratégies différentes de Big Bang de conversion du système informatique, qu'on avait encore une fois beaucoup répété en interne 3-4 fois pour être sûr que tout se passerait bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques incidents, mais rien de notable, rien de majeur. Enfin, une des gros sujets de préoccupation, même s'il est anecdotique vu 20 ans après, c'est les problèmes d'arrondi. À cette époque-là, parce que effectivement, diviser un nombre par 655 957 ou le multiplier par 655 957, ça ne donne pas forcément un nombre en centimes qui soit cohérent. Et donc, dans tous les programmes, on avait quand même un certain nombre de soucis pour savoir si on allait au millime et si après on faisait l'addition et que c'est n'est qu'à la fin qu'on faisait la conversion. Enfin, on s'est posé des questions, mais quasi philosophiques, sur le sujet, en disant, et en plus, comment l'expliquer aux clients? Parce qu'il y a certains arrondis qu'on n'arrivait pas à rendre pile poil. Donc, en fonction du sens dans lequel on faisait l'opération, on avait un résultat et alors je ne me souviens plus des solutions qui avaient été retenues exactement, mais je me souviens qu'on y a bossé et que dans les services, ils n'étaient pas d'accord et qu'ils voulaient faire. Et que ça générait des problèmes d'arrondi. Alors tout ça est oublié, mais pas pour certains informaticiens ni certains chefs de service qui devaient faire les cahiers des charges. Le problème d'arrondi, il avait été beaucoup travaillé aussi par le groupe de travail de place, qui avait apporté plus ou moins une solution. Mais surtout, ce problème-là a généré énormément d'informations et de formations auprès des salariés pour qu'ils puissent informer la clientèle des risques éventuels qui pouvaient se poser. Parce qu'effectivement, quand on le regarde avec un peu de recul, finalement, le 1er janvier 1999, il y a eu de l'information, beaucoup d'informations, peut-être un peu moins de formation, mais surtout aux salariés de la formation. Il y a eu de la formation au niveau des salariés. Et on a fait de l'information, sauf si je me trompe, au niveau des chambres de commerce, des représentations de ce type-là. Mais il n'y a pas eu de formation comme dans la période transitoire où il fallait informer les clientèles qui étaient diversifiées. J'ai participé à l'élaboration des fiches incidents, à la relation avec la Fédération bancaire française pour essayer de résoudre certaines difficultés qui se posaient. Mais voilà, je n'ai pas d'anecdote particulière, si ce n'est que il fallait effectivement qu'on réagisse immédiatement, quoi. On ne pouvait pas attendre à ce moment-là. Mais j'ai pas eu un rôle pratique. J'avais un rôle de synthèse des problèmes et puis de retransmission des problèmes et des solutions. Non, je me souviens un peu parce qu'effectivement, entre la Caisse centrale et la BRED, il y avait eu une fiche incident de mise en œuvre et que on a fait beaucoup d'incidents à tel point, et à ce moment-là, j'étais aussi au titre. Et je me souviens un jour être passé au titre et de regarder les fiches incidents qui allaient partir à la Caisse centrale. Sincèrement, il y en a, elles pouvaient filer à la poubelle parce que soit elles étaient redondantes, c'est-à-dire que pour expliquer un problème, ce n'est pas la peine de le dire 10 fois parce qu'il y a 10 clients qui ont fait une réclamation. Elles étaient... et plus le temps passait, parce qu'après j'avais pris l'habitude d'aller voir, plus le temps passait, plus c'était pour des pouillèmes. Donc, je veux dire, des cas soit exceptionnels, soit, je veux dire, des anecdotiques. Finalement, on ne se rend pas bien compte, mais la bascule de 99 a été assez anecdotique pour les banques. Je le dis comme ça parce que nous, on avait choisi un scénario de bascule progressive anticipée de nos clients. On a commencé par les pros, on a fait les particuliers, on n'a juste pas fait les entreprises dans le réseau entreprise parce que bon, la cible est moins large et on a laissé les conseillers le faire. Mais en 99, il ne s'est pas passé grand-chose pour nous réellement. La vraie bascule, c'est du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002, avec à la fois la bascule de notre système d'information. On a basculé qu'à ce moment-là.
parce que c'est relativement transparent pour le client. Le système était en francs, mais il donnait l'information en euros. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a basculé, encore une fois, le système d'information en euros. Et puis surtout, il y a eu en parallèle l'arrivée de la monnaie fiduciaire. Et la vraie bascule était là. Nous, en 99, ça a été presque un non-événement pour nous. Si, l'événement principal, c'était qu'enfin, on pouvait rentrer en paramétrage dans le système d'information la parité qui avait été enfin annoncée. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas eu de mobilisation particulière. Ce qui a dû commencer à apparaître à partir de 99, ça devait être les extraits en francs avec la correspondance euro. Où là, il y a commencé les clients qui commençaient à venir nous voir. Et il fallait qu'on ait des repères. Je me souviens de ça, moi, que je m'étais mis en tête, que 15 euros, c'était 100 francs. Ça devait être ça, 1000 francs, ça devait être 150 euros. Voilà, il fallait qu'on ait des étalons pour indiquer ça aux clients qui demandaient, qui étaient vraiment perdus. Et je me demande d'ailleurs si les petites calculettes qu'on avait eues là sont arrivées à cette époque-là. Pour cette bascule-là, il y a eu effectivement les outils du style calculette, convertisseurs, qui sont très importants. Puis il y a eu la fabrication d'un certain nombre de documents aussi par la Chambre syndicale pour les banques, plus encore une fois pour la BRED et la Caisse centrale, mais enfin, elle était envoyée à toutes les banques, et ça, il ne faut pas le négliger. Et pour montrer justement, notre attrait pour l'euro et le développement qu'on y voyait à travers, la Chambre syndicale des banques populaires a décidé de faire une vitrophanie et qu'elle a apposée sur la façade du Ponant, puisqu'on habitait au Ponant, et pour montrer justement l'engouement des banques populaires pour la mise en place de l'euro. Pour moi, ce qui reste de la bascule du 1er janvier 1999, c'est 2 établissements qui sont concernés. Une implication assez éloignée malgré tout, parce que mon rôle à la Chambre syndicale n'était pas un rôle pratique au niveau des banques, mais une participation néanmoins pour aider à cette bascule pendant tout le week-end qui a concerné. Faut savoir que le passage à l'euro, par exemple, a sonné quand même le glas des informatiques indépendantes parce que c'était une charge de travail qui était difficile à supporter pour une banque populaire régionale. Toutes les autres se sont regroupées pour justement pouvoir mutualiser les moyens. Chez nous, au niveau du système d'information, c'est plus de 5000 jours de charge informatique pour transformer le système d'information. Dans cette période transitoire, beaucoup de pédagogie. On a pris notre bâton de pèlerin et on est parti dans notre réseau. On est parti aussi dans les chambres d'industrie et de commerce. On a fait des petits déjeuners, on a fait des soirées dans les mairies, dans les municipalités. On a vraiment... et tout le monde s'est mobilisé dans la banque. J'ai même entendu parler des gens qui parlaient de l'euro, qui ne savaient même pas ce que c'était. Alors il y a des gens qui ont du talent pour ça, pour parler de choses qui... C'était assez impressionnant, mais tout le monde y est allé, a mouillé la chemise, parce qu'il fallait aller... 1, expliquer, 2, rassurer, et 3, convaincre qu'il fallait mieux anticiper pour eux le passage de leur compte et d'utiliser les moyens de paiement en euros avant la bascule définitive et avant la fin de cette période transitoire. Ça a été vraiment ça, moi ma vie en tous les cas ça a été ça, c'était pratiquement une journée par semaine au départ, et c'était 2-3 fois par semaine où j'allais à une réunion ou à une autre, soit organisée par la banque, soit organisée par d'autres institutions en collaboration avec nous. Effectivement, je me souviens qu'il y avait des réunions qui étaient notamment faites à destination des entreprises et des professionnels, qui étaient animées par des gens de la banque. Il y avait notamment le service international qui avait fait beaucoup de réunions dans les chambres de commerce, chambres des métiers. Il y avait une grande réunion qui avait été faite, je me souviens, moi, dans une grande salle, c'était à Malraux à l'époque, à jouer les tours, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues à ce moment-là. Et puis pour nous, après, ça a été la montée en puissance chronologique, quoi, et puis les formations. Les formations, tous les documents à remettre, et les convertisseuses, etc., où ça s'est accéléré sur, je pense, plus 2001. Moi, le réel souvenir, c'est le dernier trimestre 2001, on était un petit peu à cran. Alors moi, je me souviens surtout de ce document-là qu'on avait auprès des caisses et qu'on avait tous, nous, pour pouvoir renseigner les clients, de savoir ce qu'il allait avoir comme billets. Et notamment, je me souviens, les billets de 500 €, ça paraissait énorme, parce que nous, le plus gros billet qu'on avait, c'était 500 francs. Donc là, on passait à 500 €, c'était énorme. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'année 99
une fois, donc, sauf les quelques clients concernés, sinon les autres, tout le monde s'en foutait, quoi. Parce qu'il y avait une préoccupation en 99. En 99, la préoccupation, c'était de passer l'an 2000 chez tous nos commerçants, artisans, petites et puis grosses entreprises. Donc, il fallait leur parler de ce qui les intéressait. C'était le passage à l'an 2000 à ce moment-là. Et donc, on avait là aussi bâti des formations quand même plus légères, mais pour expliquer aux gens qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais quelle réaction ils devaient avoir en fonction de ce qu'ils utilisaient comme ordinateur, comme programme, etc., etc. Mais c'était quand même la grosse inquiétude, c'est que les horloges à minuit s'arrêtent et que tout s'arrête, les trains se rentrent dedans, etc., etc. Oui, c'est vrai, ça que l'an 2000, ça a été une grosse psychose, parce qu'on avait prédit la fin du monde. Je me souviens que c'était le couturier Paco Rabanne qui avait dit ça va être la fin du monde. Moi, je me souviens avoir pris une coupe de champagne parce qu'il y avait le soleil qui cachait la lune, ou inversement, je ne sais plus quoi, et ça devait être là la fin du monde. Ça devait être donc le dernier trimestre avant l'an 2000. Et on s'était dit, bon, bah, si on doit partir, autant assembler le champagne, donc sur la terrasse de l'agence où on était là, et puis rien ne s'est passé. Et puis le passage à l'an 2000, ça a été... ça s'est passé très, très, très facilement. Il n'y a eu aucun souci, dans mes souvenirs en tout cas. Je voudrais ajouter 2 précisions supplémentaires pour dire que le passage au 1er janvier 1999 a été un passage où l'enjeu était plutôt technique, alors que le 1er janvier 2002, c'était un enjeu technique pour les banques et commercial. Une erreur dans une banque aurait pu faire que le client allait voir une autre banque. Et il était important de réussir, à mon sens. Et tout s'est bien déroulé, donc ça a été pas une chance, mais ça a été vraiment une vertu, finalement. La période transitoire a été également le moment où on a fabriqué de nouveaux outils pédagogiques pour les banques, avec le service communication et puis le service développement, où on a fait beaucoup de réunions d'information. Moi, en ce qui me concerne, sur la totalité, j'ai fait plus de 140 réunions. Et ceci, c'était après 16 heures en fin de journée. Et on a formé aussi des clientèles. Les artisans, donc dans les chambres de métier ou dans des groupes qui se réunissaient à un lieu précis, des artisans, des commerçants, et puis les salariés, bien évidemment, les salariés. Donc ça a été très très important. Je dirais que pour ce qui concerne la coordination euro, ça a été 40% de l'activité. La formation et l'information. Oui, je veux dire qu'ils ont fait preuve à la communication de créativité. En particulier, moi j'ai un souvenir de mallettes, une pour les particuliers, une pour les pros, qui étaient en coque plastique et dans lesquelles on pouvait mettre les convertisseurs, du matériel à donner aux clients ou pédagogique. Et je veux dire qui donnait une allure au commercial, ou à celui qui y allait, qui est comme moi en costume sombre ou un truc comme ça. Je veux dire, on se sentait déguisé quasiment en clown, quoi. Donc, parce qu'elle était blanche avec des, comment dirais-je, pas des vitrophanies, mais des calcomanies qui étaient collées dessus, vantant l'euro. Et rien que ça donnait une allure de bonhomie qui plaisait bien aux clients et qui plaisait bien aux collaborateurs. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment œuvré. Alors, tout n'a pas été un succès. Il y a des choses qui sont restées dans les tiroirs. Mais il y a vraiment eu un gros effort de fait. Alors, évidemment, dans les banques, ça, c'est pas la période transitoire, c'est pas cantonné à la formation et à l'information. Il a fallu préparer l'arrivée de la monnaie fiduciaire. Il a fallu préparer accélérer sur le système d'information. Ça a été des moments où on a sollicité énormément de monde et beaucoup de
jours de travail sur la table avec des décisions à prendre, notamment sur la monnaie métallique ou sur les billets. Par exemple, le choix qu'on avait fait, nous, on avait la chance d'avoir un centre fort, comme je l'ai dit, et même d'avoir un deuxième centre fort, et on a été déclaré centre agréé pour la monnaie par la Banque de France. C'est-à-dire qu'on avait eu l'agrément, et donc l'ensemble du traitement de la monnaie de la Banque populaire nord de Paris s'est passé par nos mains et fait par nous. C'est-à-dire qu'on délestait les agences du franc, qu'on envoyait à la Banque de France, et on ramenait du franc, et on était considéré comme un centre de la Banque de France. Et puis on avait fait aussi le choix, par exemple, d'aller charger nos automates. Alors on pouvait le faire parce qu'on avait un territoire qui n'était pas énorme, entre le 31 décembre et le 1er janvier 2002. C'est-à-dire qu'on avait envoyé des équipes volantes, parce qu'on avait la chance d'avoir des gabistes à l'époque. Les gabistes sont les gens qui déchargent et chargent les automates, d'aller les charger en euros pendant cette nuit-là. D'ailleurs, une des anecdotes, c'est que le directeur général adjoint de l'époque, qui était donc mon responsable direct, pour dire l'importance quand même qu'à l'époque, on avait commencé à accorder à l'euro, c'est que je dépendais directement du directeur général adjoint, qui est d'ailleurs bien connu à la FNBP, puisque c'est Didier Barsol. Et donc, lui, il avait décidé de se déplacer dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour retirer de l'euro sur un GAB, donc en sortant de son réveillon, et il était allé à République. Et à République, il a trouvé nos deux gabistes de l'équipe de choc, qui était l'équipe leader vraiment de nos gabistes, enfermés dans le sas, et ils n'arrivaient plus à en sortir. Donc c'est une anecdote. Et puis il a fallu quasiment les désincarcérer, appeler la police, parce qu'ils n'arrivaient plus à sortir du sas, ce qui a failli quand même faire avorter pas mal puisqu'on avait envoyé une dizaine d'équipes. La police nous avait d'ailleurs dit à l'époque qu'il fallait mieux le faire tôt dans la nuit, entre 10h et 2h du matin, parce que c'est après que les gens sortaient de boîte et que ça devenait dangereux de le faire. Et donc on envoyait des équipes pour charger les GAB, et le lendemain matin à 4h du matin, 80% de nos automates distribuaient de l'euro. Les seuls qui se sont pas marrés cette nuit-là, c'est l'équipe. Nous aussi, on a adopté exactement la même stratégie, c'est-à-dire que tous les collaborateurs étaient sur le pont, et l'équipe qui était avec Monsieur de Fournas, notre directeur général, est la seule qui se soit pas marrée, parce que, je veux dire, à la moindre chose qui n'allait pas, il était contrarié, et il téléphonait partout, enfin, je veux dire, et il engueulait les trois personnes qui étaient avec lui, qui n'y pouvaient strictement rien, parce que c'est lui qui, dans sa hâte à bien faire, faisait une fausse manip à chaque fois et voulait absolument que tout fonctionne bien. Et globalement, tout a bien fonctionné. Et alors, ce que je dois dire, c'est que l'euro, quand même, ça a été une formidable occasion de rassemblement, je dirais, je pense que c'est le cas dans un peu toutes les banques. C'est peut-être moins visible dans une agence, mais je vois nous au siège, enfin, on travaillait tous ensemble. On était là la nuit du 31 décembre. Je veux dire, je ne sais pas combien, il y avait peut-être 100 collaborateurs qui bossaient, arrêtaient et repartaient dans leur bureau voir leur équipe. Enfin, dire, ça a été extraordinaire de rassemblement. Le lendemain, sans qu'on leur demande rien. Le lendemain matin, 1er janvier, il y a plein de collaborateurs qui n'avaient pas travaillé dans la nuit, qui sont venus voir comment ça s'était passé. Moi, j'ai trouvé cette période-là merveilleuse. On avait mis quelques lits picots pour pouvoir dormir, s'assoupir quelque temps. Même ça a été retransmis par, je ne sais pas comment ça s'appelait, Antenne 2, je crois, à l'époque. Et on s'en est servi un petit peu pour faire une sieste, quoi. Finalement, une sieste à minuit, de minuit à 2h, où chacun a son rythme. Mais je crois que c'était... on a rarement l'occasion des gestes comme ça, où tout le monde se rassemble... sans souci de hiérarchie, de quoi que ce soit. Et c'est des moments uniques qu'il ne faut pas lâcher et pas oublier. Oui, alors toute la logistique qui avait été mise en place, notamment donc, il y a eu le recrutement au niveau de la banque de stagiaires, parce qu'à chaque agence était affecté un stagiaire, voire deux, selon les tailles d'agence. Donc on a vu la livraison, alors vous parliez de mallettes tout à l'heure, moi j'ai souvenir de la livraison d'une caisse à outils.
une caisse à outils, et qu'il y avait des collègues bien après, qui avaient conservé les caisses à outils. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans les caisses à outils. Ça devait être des pièces qui nous avaient été livrées comme ça. Donc la livraison, le jour où on a été livré, donc là c'était quand même un grand moment, parce qu'il y avait le fourgon de la Brinks qui était arrivé, 2 motards, un motard devant, un motard derrière, donc qui arrivait à la banque, qui se garait devant. On se disait pourvu qu'on se fasse pas le paix quand même. Et puis, quand ils ont commencé à sortir, alors nous on avait la chance d'avoir une chambre forte dans l'agence où j'étais, mais on se disait on va jamais pouvoir tout caser, tout ce qui nous amenait. C'était vraiment impressionnant. Et après, il fallait préparer pour l'ouverture de l'agence. Et alors nous, on était une agence qui était ouverte du lundi au vendredi. Donc on était la première agence en fait à ouvrir aux clients avec les 2 encaisses. Donc on avait une encaisse euro, on avait une encaisse franc, on avait les kits. Donc il y avait un kit pour les particuliers, c'était 15 € si ma mémoire est bonne. Et puis il y avait un kit pour les commerçants. Alors, je ne me rappelle plus quel était le montant. Et cette journée d'ouverture, tout le monde était passé à l'agence, je veux dire, parce que l'agence des Fontaines à Tours, juste pour vous dire, c'est en fait une agence qui est dans le siège. Et donc on avait le directeur général qui était venu, directeur du réseau, les collègues qui venaient pour retirer leur kit de 15 €. Donc ça avait été une journée assez sport. Hein. Et puis même les premières semaines, parce que la difficulté c'était d'arrêter les caisses juste le soir. Et là il y a eu des grands moments, et il y a eu des dépassements d'horaires. Hein, moi je me souviens, bien évidemment, pendant ces périodes-là, il y a toujours des malades. Et donc notre guichetière principale tombe malade au moment. Donc on s'était organisé pour prendre la caisse à tour de rôle. Mais quand moi j'étais directeur d'agence à l'époque, j'avais pas pris la caisse depuis 10 ans, et se retrouver avec les euros et les francs. Alors le soir, la caisse c'était fausse. On avait mis je sais pas combien de temps à retrouver. D'ailleurs on n'avait pas retrouvé, on avait passé des erreurs de caisse. Enfin, c'était dantesque quand même, parce que il faut se souvenir que sur les premiers jours, quand même, les gens rapportaient les billets en francs. Et alors, on a vu arriver des billets, on ne savait pas d'où ils arrivaient. Et moi, j'ai souvenir d'odeurs. On se disait, mais ils arrivent d'où ? Les épingles dans les billets qui étaient tout rouillés. On faisait attention à ne pas se blesser. On se disait, on va attraper le tétanos avec ça. Donc, c'était quand même... Et puis, il y a eu aussi un souci, c'est que les gens apportaient leurs billets et voulaient faire un échange. Et à l'époque, on avait des consignes qui étaient très, très strictes. On devait déposer l'argent sur le compte et leur redonner mais on ne pouvait pas faire un échange sous couvert d'anonymat. Et donc là, on s'est heurté à des clients qui, eux, ils ressortaient des billets qui étaient peut-être on ne sait où, et ils voulaient juste faire l'échange et que ça soit complètement anonyme. Et ça, on ne pouvait pas le faire. Et on a eu des clients qui sont repartis, qui sont revenus après, mais ça a été à gérer commercialement. Ça a été un petit peu compliqué sur certains clients. C'était pas la grande majorité, mais il y en a eu quand même quelques-uns. On a vu passer, transiter des sommes d'argent. Les lessiveuses ont beaucoup fonctionné. On a vu transiter des sommes d'argent considérables qu'on refusait évidemment, puisqu'on ne pouvait pas faire d'échange. Et nous, on avait fait, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'euro a pu changer la structure des banques. On a supprimé à cette occasion, et avant l'euro, toutes les caisses manuelles, justement pour éviter ce genre de soucis. Et c'est là qu'on est passé définitivement à ce qu'on appelle le mur d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas la double caisse, puisqu'il n'y avait plus de caisse manuelle. Toutes les opérations se faisaient soit par dépôt dans des machines, soit par retrait à travers des GAB. Et donc, alors évidemment, les problèmes comptables, ils étaient au centre fort, hein, où ils ont mis des semaines et des semaines à s'en remettre. Mais au moins, ils étaient centralisés au centre fort, et vis-à-vis du client et vis-à-vis de l'agence. D'ailleurs, on n'a mis aucun renfort en agence à ce moment-là. Mais on avait anticipé ce choix de déployer des machines dans nos agences pour supprimer toutes les caisses manuelles. Ce choix n'était pas dicté que par l'euro, mais aussi par la sécurité, parce qu'on avait quand même pas mal de braquages à l'époque. Et donc, ça, on en a fini avec ça aussi à travers ça. Mais l'euro a quand même beaucoup changé la structure, chez nous, en tous les cas, des banques et de leur agence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, la Poste, qui, elle, acceptait de faire l'échange des francs contre des euros, était submergée. Je vois au bureau de poste Saint-Lazare, il y avait des queues sur le trottoir, hein, les gens attendaient pour échanger leurs billets. Du reste, il suffisait de se mettre sur le trottoir d'en face,
pour voir qu'il y avait des gens qui étaient sûrement très honnêtes. Mais ils donnaient, parce que c'était limité en montant, je vais dire, je ne sais plus combien c'était, 1000 francs ou 2000 francs, peut-être un peu plus. Ils donnaient à des gars, ils avaient derrière eux des messieurs un peu baraqués, ils donnaient à des gars qui ne connaissaient pas, ils disaient, tu vas changer les billets, je ne sais pas combien ils donnaient, et tu nous ramènes la monnaie en euros. Moi, je l'ai vu à Saint-Lazare, et je pense que ça s'est vu ailleurs, mais nous, on avait cet avantage, on refusait systématiquement, c'était crédit en euros, en francs, de vos francs sur votre compte, et si vous voulez des euros, il n'y a pas de problème, on vous en donne, mais c'est un retrait en euros. Alors, ça me fait penser à une autre anecdote qu'on avait, c'est qu'en fait, on avait été doté de trouilloteuses. C'est-à-dire que tous les billets qu'on récupérait en francs, on les trouillotait. Et donc, c'était les stagiaires qui trouillotaient les billets en francs. Et au démarrage, on avait une stagiaire, nous, qui avait commencé à trouilloter les billets euros. Donc, le temps qu'il y ait un collègue qui descende puis qui dise « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle avait commencé à trouilloter les billets euros, alors que c'était les billets francs qu'on trouillotait, qu'on conditionnait pour envoyer à la Brinks, au centre fort. À l'époque, c'était la Brinks qui gérait ça, nous. Et j'ai souvenir qu'on avait aussi étendu les horaires d'agence. C'est-à-dire qu'habituellement, on fermait à 17h45 et on avait ouvert jusqu'à 19h. Et comme on avait quand même pas mal de boulot à compter le soir, à conditionner, etc., j'ai souvenir de soirées où on se faisait livrer des pizzas. Vous parliez de cohésion tout à l'heure. Au sein de l'agence, au niveau des collègues, là, il y avait... j'ai un souvenir, moi, de bien-être de cette période où le soir, on se posait, on arrêtait, on fermait à la clientèle, puis on se disait, bon, on a encore du boulot, mais bon, on va boire un coup, et puis on va manger ensemble une pizza, et puis on était obligé, au niveau de la sécurité, de dépasser les horaires, parce que on partait des fois à 8h30 le soir. Il y a eu quand même pas mal de boulot à ce moment-là. Ouais. Pour nous, ça a été assez transparent, en fait. Ce qu'on a su, c'est qu'effectivement, le 1er janvier 2002, le 2 janvier 2002, tout s'était bien passé, enfin, globalement. Donc, on était assez contents du travail qui avait été fait, quoi. Mais non, la chambre syndicale n'est pas intervenue là-dessus. J'ai été invité par, je crois qu'il s'appelle Thierry Guerrier, qui était journaliste à LCI. Et j'arrive avec mon sachet d'euros, à 15 euros, quoi. Thierry, qui m'avait plusieurs fois invité à parler de l'euro sur LCI, je vais dire, me dit, ouvrez-le. Alors, je fais un peu la mijaurée, je dis, j'ai pas le droit. Et puis ça se ferait vite. Parce qu'on avait le droit de les montrer, je crois que le 14 décembre ou un truc comme ça. Et avant, il fallait pas, fallait surtout pas. Donc, et puis je prends mon courage à deux mains et je déchire le truc, le sachet, pour montrer les pièces. Et comme ça, avec sa caméra, il pouvait bien montrer des vraies pièces comme elles étaient. Et comment dirais-je, ce qu'il y a, c'est que le lendemain, je suis appelé par la secrétaire du président Dupont, qui me dit, le président Dupont aimerait bien vous voir. Faites gaffe, c'est pas pour vous dire que des choses agréables. Et j'ai été appelé parce que je m'occupais du passage à l'euro sur l'outre-mer aussi, dans les pays, dans les départements d'outre-mer, et avec la problématique Mayotte, mais je ne sais pas si, c'est quand même spécifique. Mais comment dirais-je, et donc le directeur de l'IEDOM me convoque aussi en disant, vous avez fait des choses que vous n'aviez pas le droit de faire. Vous ne deviez pas ouvrir. Bon, et puis ça, c'est... Mon directeur général a écrit, je lui avais préparé une lettre pour dire que, bien évidemment, on regrettait, mais que néanmoins, nous pensions faire œuvre de pédagogie, je m'en souviens presque comme si c'était hier, et que donc, nous ne regrettons pas.
Donc ça s'est bien terminé. La principale difficulté, Marc l'a évoqué tout à l'heure, c'était les arrondis, parce que nous-mêmes, on n'y comprenait pas grand-chose, et c'était quand même très compliqué à expliquer aux commerçants, même si, encore une fois, au niveau de la place, ils avaient fixé des règles, mais on arrondit quoi? Le montant, le total? On arrondit chaque montant? C'était quand même le vrai casse-tête, il était là. Pour le reste, c'était d'une simplicité, le double affichage. C'était tellement simple qu'il y en a encore aujourd'hui dans certains documents qu'on émet. De moins en moins, parce que de temps en temps, on les refait quand même. Mais pendant très longtemps, on a gardé du double affichage euro-franc, évidemment, parce que la bascule, c'était en gros d'inverser la monnaie principale pour nous. Mais non, le vrai casse-tête, difficile à comprendre pour tout le monde, et c'était les arrondis qui ont provoqué quand même un certain nombre de réclamations. Vous savez ce que c'est, les banquiers s'en mettent toujours plein les poches, etc. Beaucoup de clients pouvaient penser qu'à travers ce système d'arrondis, on en profitait pour s'arrondir nous-mêmes, quoi, si j'ose dire. Quand on s'échange des chèques, n'importe quoi entre banques, il est indispensable d'avoir les mêmes règles, sinon, comme on a tous des systèmes de pointage automatique qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais qui obéissent aux mêmes règles, derrière, vous générez des erreurs. Or, vous savez très bien qu'un comptable, quand il a une erreur d'1 centime, il se dit elle peut cacher une erreur d'1 million et de 999 999. Donc, il faut absolument s'assurer que nous soyons d'accord sur les arrondis. Et les toutes petites sommes, qui était le cas des coupons, alors là on remonte à 99, mais je vais dire, des fois les coupons, c'est pas grand-chose. Alors c'était déjà pas grand-chose en francs, mais alors en euros, ça faisait quasiment plus rien. Donc je vais dire, le problème des arrondis, ça a été, c'est vrai, un véritable casse-tête. Et puis, ça a disparu une fois qu'on a totalement basculé, quoi. Je veux dire, c'est dès le 1er janvier 2002, on était bien content parce que tout avait basculé et donc c'était fini. On parlait euro. Oui, peut-être pour compléter, le problème d'arrondi à la première bascule a peut-être été la difficulté suprême, finalement, dans l'adaptation des systèmes. Tout à fait, oui. Je voudrais rajouter également le fait que dans la dernière période, juste avant la bascule, j'ai été sollicité par des sociétés pour aider ces sociétés-là à concevoir des convertisseurs, monnaie nationale, euro. Et ils allaient faire fabriquer les machines, les convertisseurs en Chine, bien évidemment, pour les redistribuer ou parfois les vendre parce que c'était très, très sophistiqué. Voilà. C'est quand même des périodes, qui sont importantes et puis qui sont originales. Je crois qu'on ne les vit pas 2 fois dans sa vie. J'en garde un souvenir très très positif. Pour moi, qui a été une période où j'ai appris à connaître les banques populaires, que je connaissais mal parce qu'on y allait une fois de temps en temps, comme je le disais au départ. Ça m'a permis de travailler et de côtoyer des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de côtoyer. Je dis ça pour l'anecdote, mais j'ai côtoyé DSK, c'est pas forcément une référence. Yves Thibault de Silgui, dont parlait Marc Léger, au niveau européen, puisqu'à l'époque il était commissaire européen aux finances. J'ai côtoyé des gens comme ça. Et également, pour moi, ça a été un peu l'apothéose. Parce que nous avons été reçus, il y avait une réception qui était donnée à l'Élysée par Jacques Chirac, et on a passé tout un après-midi et puis une partie de la soirée dans les salons de l'Élysée à boire le champagne et tout ça. Donc toutes les personnes qui avaient travaillé dans les groupes de travail de place ont été invitées justement par Jacques Chirac à l'Élysée. Moi, ça reste également un bon souvenir. Ça a été une parenthèse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai été cordialement invité à venir ici, que ça avait été quand même un moment important et que finalement, j'avais banalisé dans le temps. Et finalement, en se replongeant dans des souvenirs, etc., on se rend compte que c'était un moment qui était hyper important, qui a été du travail. Ça a permis aussi de renforcer la cohésion que j'avais avec les collègues de l'agence. Et je me souviens, j'ai gardé peut-être plus de liens avec des collègues de cette époque-là.
Et ça m'a permis aussi de relativiser après toutes les évolutions qu'il y a eu au niveau de la banque. Je pense au changement de numérotation des comptes qu'on avait eu, des bascules informatiques, etc. Où je me disais, j'ai connu l'an 2000, j'ai connu le passage à l'euro, de toute façon ça se fera. Et puis on n'a plus qu'à y aller, quoi. Oui, je crois que l'un et l'autre, vous avez dit l'essentiel, hein, c'est que on vit pas ça deux fois. Alors, c'est difficile de faire passer le message, mais si on a un message à faire passer aux collègues, aux jeunes collègues aujourd'hui, c'est peut-être malgré les inconvénients, parce qu'au début, comme le disait René, on était un peu sur la voie de garage et pas loin du butoir, hein, mais quand il y a quelque chose d'un peu original, il faut tenter l'expérience qui apporte d'abord beaucoup pour soi et qui peut être là, ça a été une réussite, hein, à tout point de vue, mais et ça devient aussi une réussite personnelle, parce que quand on s'est beaucoup impliqué dans un projet, énormément, alors tout le monde ne peut pas le faire, parce que certains ont des contraintes de famille, d'autres plus grandes que certains, mais sinon, si on peut le faire, et si on peut réfléchir, si on peut s'arranger pour le faire, il faut ne pas hésiter et y aller. Oui, pareil, des souvenirs formidables. Moi, j'ai eu la chance j'ai toujours été un homme projet dans la banque, puisque j'ai fait l'immigration informatique, j'ai fait la fusion avec la BICS, donc, qui a donné naissance à la Banque Populaire Rive de Paris. Donc, j'ai toujours eu cette chance-là. Mais il faut reconnaître que l'euro avait une dimension très particulière. Moi, j'ai adoré aller porter la bonne parole auprès des commerçants. C'était vraiment des artisans, même les séances de formation avec les collaborateurs du réseau. C'était des moments que j'ai toujours essayé de rendre ludiques et amusants, parce que c'est mon tempérament, mais je garde des bons souvenirs. Et puis quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, j'ai toujours, et depuis lors, la filière espèces sous ma responsabilité. Encore une fois, on a toujours un centre fort. J'ai l'ensemble de nos automates sous ma responsabilité, de leur alimentation, de leur gestion, de leur maintenance, leur achat. Donc depuis lors, les espèces ne m'ont jamais vraiment quitté, considérant que j'étais un spécialiste de ce domaine, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, j'ai beaucoup appris pendant ce passage à l'euro, en tous les cas, ça c'est sûr, à tout point de vue. Après un projet comme ça, quand on s'y est impliqué à fond, je pense qu'on a un vide. Parce qu'on avait une masse de travail, on avait à penser surtout à plein de choses à la fois. Et donc, au bout de 3 mois, une fois que tous les petits scories ont pu être réparés, moi, alors c'est pas modeste, c'est pour ça que j'hésitais à le dire devant tout le monde, mais je veux dire, j'ai eu l'Euroblues, parce que alors, en plus, j'ai été comme René ou comme Thomas et peut-être comme notre ami. Je veux dire, je suis passé à la télévision un certain nombre de fois et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient « Mais vous êtes acteur, je vois pas bien dans quoi vous avez joué. » Mais j'ai eu plusieurs fois ça, et c'est pas du baratin. Et puis, presque du jour au lendemain, pourquoi ? Parce qu'on m'avait vu aux 20h la veille, il faut pas... et du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui vous arrête dans la rue. Et vous vous retrouvez tout seul, là, à pu avoir grand-chose de passionnant, comme ça a été à faire. Et donc, j'avoue que l'Euroblues m'a frappé. Et je m'en suis rendu compte un jour en prenant un café. Dans un café, et en réfléchissant et en me disant « Mais mon vieux, là, tu déprimes complètement. » Et c'est vrai. Juste pour dire que, quand même, après cette période, où on avait mis au niveau des agences, c'est quand même le commercial qui importe. Et donc, il y avait eu quand même une parenthèse où on était moins regardant sur la sortie des chiffres commerciaux, etc. Et après, une fois que ça s'est terminé, on est reparti, fallait repartir. Et donc, on n'avait pas eu le temps de vraiment réfléchir à ce qu'on avait vécu, quoi.